à tous, nous nous retrouvons à la FNAC de Lille avec Monsieur Malatier. Monsieur Malatier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes responsable Du du département de la FNAC de Lille. C'est ça. Et donc vous avez monté cette Apple Expo qui est en collaboration avec le musée de l'histoire informatique à Paris, dont le directeur viendra en date du 1er septembre faire une intervention que nous rencontrerons bien sûr. Donc expliquez-moi comment ce projet a été monté, comment vous avez eu l'idée de monter ce projet. Voilà, on est friand d'événements pour nos adhérents et pour nos clients. Et c'est vrai que c'était un peu du hasard de tomber sur cet événement sur Paris qui a duré toute l'année dernière d'ailleurs. Et après contact donc, avec le directeur du musée, Philippe Miaubourg, on a eu la possibilité de déplacer son exposition. Donc voilà, sachant qu'on a un magasin spacieux, on a pu se permettre de la déplacer sur le magasin. D'accord. Donc l'expo se déroule de quelle date à quelle date? Du 12 juillet au 2 octobre. 12 août. au 2 octobre. D'accord. Et donc l'expo est actuellement là. Combien de temps il a fallu vous faire pour mettre tout ça en place, pour prendre les relations avec le musée de l'histoire? Ça fait à peu près 2 mois que nous sommes en contact avec Philippe. D'accord. Problème de sécurité aussi, oui, des pièces assez rares, oui. D'assurance bien entendu. Voilà. D'accord. Donc on va passer avec vous en revue les différentes pièces que vous avez au sein de votre magasin qui ne sont pas à vendre, on précise très bien. On est tout à fait d'accord. Et que vous surveillez de très près via vos agents de sécurité. Voilà. D'accord. Donc on commence avec une Pippin de 1995 qui a été lancée par Apple, qui est le Newton et QuickTech. Et donc, qu'est-ce que vous savez m'en dire? Donc je sais qu'ici on a le Newton qui est un petit iPad. C'est l'ancien iPad de chez Apple, si on peut appeler ça. À gauche nous avons l'iMac qui n'est plus comme son nouveau grand frère qui est devenu tout en alu et qui est passé par le dos noir. Donc l'iMac. Ensuite nous avons une imprimante de chez Apple, l'Image 8R2 qui est 1989, ainsi que le Bird qui est de 1984. Ensuite, la naissance du Mac. La naissance du Mac, oui, dans un petit garage quelque part dans une contrée aux USA. Donc ensuite, nous avons toujours une imprimante Apple et nous avons le Color, qui était un peu l'iMac Color de chez Apple, qui était décliné en plusieurs couleurs, si je me souviens bien. Tout à fait. Et qui a eu vraiment un succès dans les foyers américains à son lancement. Oh, d'accord. Nous avons l'emblème image d'Apple qui est un peu qui jette un marteau dans l'écran. Je ne sais pas si vous connaissez la publicité avec un peu la personne qui contrôle tout le monde. Et donc là, nous avons un Mac Pro, si je me souviens bien. G5, un ancien modèle qui est encore très très beau. Et donc on peut voir. Donc je vais vous poser la question, quand vous voyez un Mac Pro, qu'est-ce que ça vous inspire au niveau de la qualité, de l'agencement, etc. On pourrait se dire que c'était presque une machine du goût du jour, encore quasi actuelle. D'accord. Des machines extrêmement... Voilà, on connaît Apple par son design, on y est complètement. Ça a toujours été et c'est ce qui a fait l'image de la marque. Donc pour vous, c'est presque une machine qui a été montée pour chaque utilisateur à la main, pièce par pièce. Ouais, c'est à peu près ça. Tellement c'est parfait. D'accord. Donc on va se retrouver sur... l'expo se déroule dans une autre pièce, dans un autre endroit. Et donc, forum multimédia du magasin. D'accord, donc on s'y rend tout de suite. Nous sommes là pour la deuxième partie, qui est donc le Mac 25 ans déjà, qui est la suite de l'exposition, qui est un peu le reste de l'exposition à grande échelle. La grande partie du matériel. D'accord, donc nous retrouvons le Pas sur la Lune de films différents, ainsi que le logo paumé, emblème de tous les utilisateurs Mac. Donc on va commencer l'exposition qui se déroule par ordre chronologique. Tout à fait. Et donc là, nous avons le précurseur qui est de 1983 et qui est un des premiers ordinateurs livrés avec une souris qu'Apple avait fait avec un simple clic, qui est avec le pointeur qui est maintenant été remplacé entre parenthèses par le multitouche avec les doigts sur l'iPhone, l'iPad ainsi que tout ce qui est multitouche que nous connaissons. Ensuite, nous avons le plus mort. La coque intérieure, je sais pas, on va s'approcher sans dépasser, mais elle est signée de Steve Jobs, qui est le fondateur d'Apple, et donc on va s'approcher pour voir ensemble comment ça se déroule.
Donc ensuite nous avons le Improvement, je ne sais pas si ça se dit comme ça, je ne suis pas trop fort en anglais, qui est de 1987. C'est le premier Macintosh capable d'intégrer un disque dur à un second lecteur de disquette. Et donc c'était remplacé par des petits disques durs au début qui ne faisaient pas plus de 1 giga, 2 gigas, qu'on retrouve maintenant facilement rempli par un système d'exploitation qui monte jusqu'à 7 gigas. Ensuite nous avons le professionnel, qui est le Macintosh 2. C'est un peu ce qui a commencé à arriver dans les foyers, mais qui était encore en édition limitée, on va dire, et qui coûtait déjà une sacrée fortune, voire une Porsche à l'occasion. Nous avons un livre d'or que vous avez mis en place avec votre collaboratrice, et donc je l'ai feuilleté vite fait pour voir, mais a priori l'exposition a commencé début août et on commence à avoir beaucoup de monde, ainsi que des très beaux commentaires avec des beaux cœurs, mais je ne vois pas de pommes. Il n'y a pas vraiment de pommes encore. Combinaison qui est de 1989, 128 MO de mémoire vive, c'est-à-dire 4 fois moins que dans un appareil comme un iPhone 4 qu'on retrouve aujourd'hui. Ce qui est assez choquant au niveau des deux. On retrouve la grosse bête avec 128 et le petit iPhone 4 dont on filme la vidéo avec vous, avec 512 MO de mémoire vive. Ensuite, nous avons le Next. Non pas pour dire c'est le suivant, mais c'était le nom de code de chez Apple. C'est quand Steve Jobs a quitté la division Macintosh en 85 qui a créé le Next et il revend Apple en 96 et donc c'est son retour, c'est ainsi l'emblème d'Apple qui revient, un peu comme le phénix renaît de ses cendres. Nous avons des belles imprimantes qui font pas le figure à côté de ce qu'on retrouve dans votre magasin Fnac. C'est sûr. Je ne sais pas s'ils font copie couleur, scanner et double impression, mais Warfax peut-être. Ensuite, nous avons le Cheaper qui est pas si vieux, qui commence à avoir 20 ans, qui devient un objet de collection, appelé Macintosh classique, et qui se retrouvait un des premiers ordinateurs en dessous du seuil des $1000, donc qui commençait à devenir, entre parenthèses, le bon prix chez Apple grand public, malgré les difficultés qu'on pouvait trouver dans les foyers américains en ce temps-ci. Nous avons le PowerBook 140-170. C'est un peu le MacBook, mais anciennement Apple. Je ne sais pas, il n'est pas marqué, mais je ne sais pas combien d'autonomie ça tient, mais je crois pas que ça tient à 10 heures comme un MacBook Pro d'aujourd'hui. Peu de chance. Et donc au niveau de la configuration, c'était sous MS-DOS qui avait pas encore de système d'exploitation. Le PowerPC que tout le monde connaît de nom, mais qui est un peu devenu en 95 la clientèle personnelle et des Power Mac. Et donc on pouvait retrouver un peu comme sur ces simples PC un lecteur de disquette, un lecteur CD. Je crois pas que le DVD il existait déjà à ce temps-là, donc c'était plutôt un lecteur CD, ainsi que donc on pouvait voir le Power Macintosh. Et donc on commence vraiment à retrouver les modèles de PC qui sont commencés à intervenir du côté de Windows. Ça commence à avoir un petit rapprochement. Ensuite nous passons au Power PC toujours, mais toujours au Power PC, mais qui était un peu le modèle au-dessus, c'est le 5400 qui se retrouvait un peu une grosse bête de course, un peu comme le Mac Pro qu'on trouve aujourd'hui. C'était un peu l'élite de chez Apple. Le être ou non, le Be or Not to Be, la B-Bots, et non pas comme la B-Bots de chez Bouygues Télécom, ça n'a rien à voir. Et donc c'est Jean-Louis Gazet qui s'était associé à Seymour Gray et ils fondent BIM, qui est d'abord devenu un système d'exploitation, BIOS, mais on retrouve encore ce système d'exploitation sur quelques machines rares aujourd'hui qui sont plus des pièces de musée que des machines d'utilisation quotidienne. On retrouve un peu le PowerPC de 1995, équipé d'un processeur PowerPC. On était bien loin des dates de Intel, de AMD, etc., qui n'étaient pas encore vraiment sur le marché grand public. Et nous retrouvons l'iMac. L'iMac qui est le premier tout en un intégré de chez Apple, un peu un ordinateur portable mais de bureau. C'est l'ordinateur ultime de bureau comme l'appelle Apple. Et donc on avait tout intégré, le disque dur, le lecteur CD, les enceintes. C'était un peu... il manquerait plus qu'une poignée pour le transporter et pour le mettre un peu partout dans la maison. C'est ça. Ensuite nous nous retrouvons avec une sorte, c'est pas une chaîne IFI, mais c'est collectible, et qui est connu sous le nom de Spartacus. Je ne sais pas s'il y a une affiliation avec le personnage Spartacus,
mais c'était pour célébrer les 20 ans d'Apple. Et donc ça fait un peu shiny de salon, mais Voilà, une machine très très rare. machine très rare. C'est une pièce majeure dans toute la collection qu'on peut retrouver ici. Tout à fait. Et donc on se retrouve avec les Floor Power PC qui sont qu'on pourrait mettre aujourd'hui dans une chambre de jeune fille ou d'étudiante, qui a un design qui est de 2001, qui est pas si vieux, de environ 9 années, et donc sur le thème Floor Power. Et donc je sais qu'il y avait plusieurs coloris, donc on en a un deuxième coloris qui se retrouve juste derrière, un peu plus on va dire garçon et fille, c'est un peu comme les pochettes surprises. et on appelle ça la contrefaçon, On va counterfeit, passer vite, hein, puisque c'est une vraie contrefaçon. qui a été fabriquée par Imagine. Voilà, c'est ça. Et donc Apple avait fait un procès contre Imagine qu'on peut retrouver aujourd'hui sous le nom de... C'est un peu des systèmes qu'on appelle aujourd'hui Hackintosh, qu'on retrouve sur des petits PC notebook que vous vendez, que les gens installent Mac OS 6 en fonction de la configuration pour installer Mac OS 6. Et donc c'était un des premiers PC qui fonctionnait sur Windows, mais qui avait été installé aussi avec OS 6, enfin OS 10 là. Et donc Apple avait remporté le procès, comme je l'ai dit, et donc avait fait stopper la production qui lui prenait des parts de marché, vu que cet appareil était à moindre prix. Et on se retrouve enfin pour finir l'exposition avec le Blue, qui porte bien son nom et qu'on n'a pas été chercher trop loin. Et donc cette machine était toute transparente, on peut s'approcher pour voir un peu l'agencement en 99 qu'Apple avait déjà dans ses machines, qui était déjà assez pointu et assez cahier des charges Et très évolutif. et très évolutif. On voit à peu près là, on voit qu'il y avait quelques ports PCI et il y avait déjà 4 emplacements pour la mémoire vive. Et donc on se retrouve à la fin avec le design qu'on peut appeler aussi, si je me souviens, tournesol, qui va vis-à-vis de son bras articulé qu'on pouvait un peu mettre partout dans toutes les positions, qu'on regrette aujourd'hui avec l'iMac, qui est inclinable que en vertical. Et donc celui-ci, on pouvait le mettre un peu à droite, un peu à gauche, on pouvait jouer un peu avec les bordures, comme on dit sur Mac OS 6. Et donc il y a quelques affiches que vous avez exposées avec le musée de Paris. Et donc on retrouve un peu quelques affiches emblématiques d'Apple. Faites un film, faites un CD, faites-le vite. Donc c'est un peu Apple, l'esprit d'Apple qui est de acheter un Mac, vous avez qu'à l'allumer et tout est simple, tout est bon, Tout est intuitif. tout est étudié, les logiciels sont préinstallés, vous pouvez monter un film en 5 minutes, en 2-3 clics et l'envoyer à vos amis qui sont en vacances à l'autre bout de la France. D'accord, donc on a toujours l'emblème macOS 6 qui est devenu la référence du système d'exploitation, qui est secondé par iOS 4.0 en ce moment sur l'iPhone, l'iPad qui arrivera à l'automne au niveau de sa déclinaison majeure. Et quelques affiches on va s'approcher un peu, assez en latin, comme on pourrait dire. Je n'ai pas fait latin au lycée, mais je ne pourrais pas vous dire, vous non plus. Mais ça explique un peu l'histoire d'Apple. Et donc là, on voit à peu près un peu le squelette d'un Macintosh before. Et, et donc on retrouve quelques affiches emblématiques, ainsi que le Welcome to Macintosh, qui était l'accueil qui est bien loin de la section d'utilisateurs qu'on retrouve aujourd'hui. Ici, on retrouve Macintosh Frame Apple. Je ne sais pas si c'est de l'allemand ou quelque chose comme ça, mais je ne pourrais pas vous dire non plus. Et ainsi que différentes affiches, qui est donc l'exposition qui se tient jusqu'au 2 octobre 2010 au Tanner à Lille. Je vais vous laisser faire le mot de la fin pour vous souhaiter la bienvenue aux utilisateurs qui liront ou qui regarderont cette vidéo, qui liront l'article. Bien sûr, et qu'on vous attend pour découvrir l'historique de la marque et puis bien entendu pour découvrir aussi notre magasin. Voilà, je vous souhaite Merci une bonne bien. journée.